Salut à tous et bienvenue sur Affaires courantes. Il s'est passé quelque chose d'absolument dingue il y a à peine 48 heures. Un truc qui pourrait carrément changer les règles du jeu au niveau mondial. Et on va décortiquer ça ensemble. Et tout a commencé avec ça. Une simple phrase postée par l'ancien président Donald Trump. Une vraie bombe, lâchée comme ça sur les réseaux sociaux. L'annonce était tellement folle, mais tellement folle, que tout le monde a cru à un fake. Sauf que, cette fois, la réalité a complètement dépassé la fiction. Et juste après, cette photo est tombée. Et là, plus un bruit. Le monde entier s'est tu. C'est l'image, vous savez, celle qui va se retrouver dans tous les manuels d'histoire. Nicolás Maduro, le président en exercice du Venezuela, les yeux bandés, prisonnier sur un navire de l'armée américaine. À ce moment précis, ce qui paraissait impossible est devenu bien réel. Alors, la question que tout le monde se pose. Mais comment est-ce que ça a pu arriver? On va analyser ça point par point. Et on commence bien sûr par le choc initial, la capture. Ok, mais attention, une opération comme ça ne sort pas d'un chapeau. Non. Pour vraiment comprendre comment on a pu en arriver là, il faut faire un petit retour en arrière et assembler toutes les pièces du puzzle. Regardez cette chronologie. Franchement, c'est comme le tic-tac d'une bombe à retardement. Ça commence en 2020, les USA allument la mèche, ils accusent Maduro de narcoterrorisme. Bam! Ensuite 2024, une élection présidentielle que beaucoup jugent truquée, ça jette de l'huile sur un feu déjà bien vif. Puis en 2025, les navires de guerre américains commencent à s'approcher, à se masser dans la région. Et le coup de grâce, en décembre, un blocus total sur le pétrole vénézuélien. Là, le pays est étranglé. L'explosion à ce stade, elle était devenue quasi inévitable. Mais alors, la vraie motivation derrière tout ça? Eh bien, Donald Trump, lui, n'a jamais vraiment fait de mystère. Il l'a dit cash, avec des mots hyper clairs. On est dans le business du pétrole. Faut pas oublier que le Venezuela est assis sur les plus grandes réserves de pétrole au monde. C'est loin, très loin d'être un détail. En fait, c'est peut-être même la clé de toute cette histoire. Et voilà, on y arrive, l'opération Absolute Resolve, la nuit du 3 janvier, la nuit où tout a basculé. La force de frappe, c'est juste hallucinant. Plus de 150 avions, vous imaginez? Plus de 150 appareils militaires dans le ciel. C'est un véritable essaim de métal et de feu qui s'est abattu sur la capitale, sur Caracas. On n'est pas sur une petite mission discrète là, non. On parle d'une démonstration de puissance absolue. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est la vitesse. 30 minutes. 30 minutes chrono en main pour boucler l'affaire. On se croirait dans un film d'action. Regardez. Étape 1, neutraliser. Des frappes chirurgicales qui visent les bases, les antennes, le réseau électrique. En quelques minutes, Caracas est plongé dans le noir, coupé du monde. Étape 2, infiltrer. Pendant ce temps, les hélicos déposent les forces d'élite, la Delta Force, les meilleurs des meilleurs. Et étape 3, capturer. Ils foncent sur la résidence et arrêtent Maduro et sa femme. Une opération éclair, d'une précision redoutable. Évidemment, une fois la nouvelle tombée, l'onde de choc a traversé la planète entière en quelques secondes. Et tout de suite, le monde s'est coupé en deux. Deux camps totalement opposés. Parce que derrière cette efficacité militaire, il y a un coût humain. Un coût très lourd. Le bilan, c'est plus de 80 morts, y compris des civils, des gens qui n'avaient rien demandé. Et du côté américain, 2 blessés. Juste 2. Ce déséquilibre, il est tragique et il en dit long sur la nature de cette opération. Et cette fracture, on l'a vu très concrètement dans les rues du monde entier. D'un côté, la joie, des scènes de liesse incroyables à Miami, à Santiago, où la diaspora vénézuélienne a fêté ça comme une libération. Et de l'autre côté, la colère. Des manifs à New York avec des pancartes « pas de sang pour du pétrole » et bien sûr des condamnations très dures de pays comme la Russie ou la Chine. D'un côté la fête, de l'autre la rage. Le monde littéralement coupé en deux. Et si on regarde les réactions officielles des gouvernements, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une majorité, 55%, a condamné. Un quart seulement a applaudi. Et le reste est resté prudent, silencieux, en se demandant avec une certaine angoisse ce qui allait bien pouvoir se passer ensuite. Et la réaction la plus forte est peut-être venue du chef de l'Union en personne. Quand le secrétaire général des Nations Unies prend la parole, en général on écoute. Et ces mots sont très, très lourds. Il parle d'un dangereux précédent. Il dit clairement que les règles du droit international n'ont pas été respectées. C'est plus qu'une simple condamnation. C'est un véritable avertissement lancé à la face du monde. Ce qui nous amène à la question cruciale. Et maintenant? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est la question que tout le monde se pose. L'avenir du Venezuela est en jeu, bien sûr, mais peut-être aussi un peu de la stabilité du monde entier. Alors commençons par le plus simple, le plus direct. Qui est aux commandes au Venezuela, là, maintenant? Le président a été capturé, donc qui dirige le pays? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas eu de vide du pouvoir. Le gouvernement ne s'est pas effondré. C'est la vice-présidente, Delcy Rodriguez, qui a tout de suite repris les rênes. Pour elle et son gouvernement, ce n'est pas une défaite, c'est un kidnapping. L'administration est toujours là, elle fonctionne. Le chavisme, ce système politique, est touché, c'est sûr, mais il est loin d'être mort.
Bon, on arrive maintenant à la question qui fâche. La question la plus complexe, la plus sensible. Tout ça, est-ce que c'était légal? Est-ce qu'un pays, quel qu'il soit, a le droit d'envoyer son armée chez un autre pour en capturer le dirigeant? Et là-dessus, c'est vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, vous avez quasiment tous les experts en droit international, l'ONU, qui disent non, absolument pas, c'est une violation de la charte de l'ONU, c'est un crime d'agression. Et de l'autre côté, l'administration américaine qui dit si, on a l'autorité pour le faire, et qui cite en exemple ce qu'ils ont fait au Panama en 1989. C'est parole contre parole, et la bataille juridique, elle, ne fait que commencer. Et bien sûr, il faut qu'on reparle du pétrole. C'est un peu le nerf de la guerre dans toute cette affaire. Quand Donald Trump dit qu'il va s'occuper du pétrole vénézuélien, qu'est-ce que ça signifie concrètement? En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. C'est vrai, le Venezuela est assis sur un véritable trésor noir, les plus grandes réserves au monde. Mais c'est un peu un cadeau empoisonné. D'abord, le pétrole est très lourd, donc cher à raffiner. Et surtout, des années et des années de mauvaise gestion ont laissé toute l'infrastructure en ruine. Les puits, les raffineries, tout est à l'abandon. Remettre tout ça en état, ça va coûter des milliards, et ça prendra des années. Ce n'est pas le jackpot immédiat que certains imaginent. Et c'est sur cette question, une question un peu vertigineuse, qu'on va se quitter. En agissant de la sorte, les États-Unis ont-ils vraiment réglé un problème ou est-ce qu'ils viennent au contraire d'ouvrir une boîte de Pandore avec des conséquences imprévisibles pour le reste du monde? Une chose est sûre, l'histoire est en train de s'écrire là maintenant sous nos yeux. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse sur Affaires courantes. Si vous voulez continuer à décrypter les grands événements qui façonnent notre monde, eh bien n'oubliez pas de vous abonner, restez curieux et à très vite.